Oui. Que peut-être notre naissance constitue le premier acte d'hospitalité, pas psychologique, mais ontologique et existentiel. Nous venons d'une autre. Nous sommes portés, jusqu'à maintenant, constitutivement par une mère. Dans ce cas, l'hospitalité première vient avec la naissance. Elle est la condition même de la vie. D'autre part, nous sommes des êtres promis à la mort, et l'hospitalité face à cela nous rappelle aussi que nous sommes mortels et que notre finitude fait de nous des passeurs ici-bas. L'hospitalité, en conséquence, est aussi enracinée dans l'expérience de la mort, du lâcher-prise, de l'abandon, de tout ce que vous avez aimé, acquis, imaginé. Et la psychanalyse est requise là. La nuit de l'hospitalité, selon Jan Patočka, est une question qui ne fait sens que si cet acte n'appartient ni à l'hôte qui accueille, ni à l'arrivant, mais au geste par lequel l'un accueille l'autre. C'est pourquoi la distinction me semble si importante, je le rappelle, entre hospitalité inconditionnelle et les lois de l'hospitalité. Car l'hospitalité inconditionnelle menace une société qui a choisi la transparence comme méthode pour totaliser le pouvoir en fragmentant la responsabilité. Que l'utopie ne soit audible parce qu'elle fait droit à l'autre, à cet invité toujours inquiétant et non annoncé qui constitue l'un des spectres de notre fin de siècle, notre début de siècle. Si créer du temps est en hébreu l'équivalent de inviter, cela signifie que pour produire du temps, il faut au moins être deux. L'hospitalité nous confronte à penser l'autre dans la radicale étrangeté de son accueil. À la raison pacifiée de Kant, Derrida oppose la hantise primitive d'un sujet empêché de se clore sur lui-même d'une manière pacifique. Quand nous prenons conscience que le sujet est tiré par la loi inconditionnelle de l'hospitalité, par l'autre, avant que nous puissions réclamer tout droit pour nous-mêmes, nous consentons à ce que ce refuge pour nous soit jamais incomplet. La psychanalyse a fait hospitalité à la folie, offrant un espace où le médecin, pour la première fois au temps de Freud, s'effaçait pour laisser le patient devenir à son tour son propre médecin. Le temps de la séance est un temps où l'hospitalité fait accueil à ce que le sujet ignore, à savoir son désir, et ce mouvement d'hospitalité inconditionnelle dont la seule règle est de dire tout ce qui vient, se fait l'espace d'une traduction inédite. Ce que l'on peut espérer peut-être d'une analyse, au terme de cet acte d'hospitalité, est de l'ordre de la compassion, c'est-à-dire de la possibilité d'accueillir l'inespéré, étant entendu que l'inattendu, c'est ce qui précisément fait horreur à la névrose. Freud disait que le but d'une analyse, c'est aimer et travailler, entre autres. Réponse à jamais magnifique, à condition de ne pas oublier que le travail au sens étymologique n'est pas étranger à la torture, c'est-à-dire à la torsion, à la destitution d'un sujet souverain réduit à l'esclavage. Que cet esclavage qui soumet le sujet supposé libre de droit à des loyautés qui le travaillent, des adorations qui le captivent, des haines qui l'annihilent, des archives déposées en lui comme le rappel traumatique d'un âge sans oubli. Mais travailler, c'est aussi métaboliser, transformer, créer. Et pour moi, c'est la capacité de retourner le passé érigé en fatalité, en avenir et en créativité, en acquiescement de la vie. Traduire l'édit du passé en acte de vie présente est une forme de combat. Un combat qui n'a de sens pour moi en tant qu'analyste que s'il nous sauve du passé et des pères. S'il nous arrache à la tradition et fait de nous un survivant dans notre langue et notre culture. La psychanalyse est un art de la transformation et cette transformation doit peut-être prendre la valeur d'une connaissance nouvelle. Elle est une pratique d'appropriation qui fabrique de l'inédit. Je viens parler de moi pour être un autre. Je parle à cet autre, l'analyste, pour métamorphoser l'héritage qu'on prétendait m'avoir réservé. La nécessité de la psychanalyse est d'abord une nécessité de rupture intime. Accepter le sentiment d'être un orphelin en toute langue, la langue comme mémoire dans son rapport à l'universel aussi. En ce sens, oui, c'est un pacte de survivance. Ne pas creuser sa dette ni laisser l'oubli s'immiscer, mais au contraire, quitter les ruines ou sortir des silences. Ne jamais se satisfaire de ce qu'on répète. C'est peut-être être entre deux langues, entre deux morts. Ce n'est jamais simplement recevoir, passer, transmettre, mais d'abord
et de toute urgence vitale, être du passé autant que du plus radical présent. Merci.